De Lucien Febvre, un destin, Martin Luther. Un ami lui disait un jour qu'il était le libérateur de la chrétienté. « Oui, répondit-il, je le suis, je l'ai été, mais comme un cheval aveugle qui ne sait où son maître le conduit. » Mathésius, chapitre 7. Avant-propos de la première édition. Une biographie de Luther ? Non. Un jugement sur Luther ? Pas davantage. Dessiner la courbe d'une destinée qui fut simple mais tragique. Repérer avec précision les quelques points vraiment importants par lesquels elle passa. Montrer comment, sous la pression de quelles circonstances, son élan premier dut s'amortir et s'infléchir, son tracé primitif. Poser ainsi, à propos d'un homme d'une singulière vitalité, ce problème des rapports de l'individu et de la collectivité, de l'initiative personnelle et de la nécessité sociale, qui est peut-être le problème capital de l'histoire, tel a été notre dessein. Tenter, en aussi peu de pages, de le réaliser. C'était consentir d'avance à d'énormes sacrifices. Il y aurait quelque injustice à trop nous les reprocher. Et l'on voudra ne point s'étonner si, contraints de choisir, nous avons délibérément sacrifié à l'étude du Luther épanoui qui, de 1517 à 1525, tient sur la scène du monde avec tant de puissance son rôle héroïque de prophète inspiré, le Luther hypothétique des années de jeunesse, ou ce Luther lassé, vidé, désabusé, qui va se flétrissant de 1525 à 1546. Devons-nous ajouter qu'en écrivant ce livre, nous n'avons eu qu'un seul parti pris, comprendre, et dans la mesure où nous le pouvions, faire comprendre ? Mieux vaut dire combien nous serions satisfaits simplement si, dans ce travail de vulgarisation, de réflexion aussi, les exégètes qualifiés de la pensée luthérienne reconnaissaient du moins un constant souci, celui de ne pas appauvrir à l'excès par des simplifications trop brutales la richesse d'une œuvre qui ne fut point mélodique, mais à la mode de son temps, polyphonique. Sèvres, Le Bannetou, août 1927. Avant-propos de la seconde édition. 16 ans se sont écoulés depuis qu'a vu le jour, en 1928, ce livre, petit par le format, grand par le sujet. Il fut bientôt épuisé. De divers côtés, on m'a prié de le rééditer. Je l'ai donc relu attentivement, avec des lunettes de myope tout d'abord, et j'espère avoir effacé les fautes typographiques et autres qui s'étaient glissées dans son texte. Avec des yeux tout clairs ensuite pour bien voir l'ensemble, de haut et de loin. À ma honte peut-être, je l'avoue, je n'ai rien trouvé à y changer. De bienveillants critiques, ce livre n'en eut point d'autre à ma connaissance, m'ont reproché naguère de n'avoir pas poussé mon étude au-delà de 1525, d'avoir trop peu suivi et de trop loin le Luther d'entre 1525 et 1547 sur les chemins de la vie. Dans ce que j'appelle toujours d'un mot qui semble avoir troublé quelques-uns de mes lecteurs, le repli. Si pour mieux préciser ma pensée, j'ai ajouté dans cette édition nouvelle 2 petits mots à repli, si je parle maintenant sans équivoque, je l'espère, d'un repli sur soi, ces reproches amicaux ne m'ont point amené à changer d'avis. J'ai fait en 1527 ce que je voulais faire. J'ai dit de mon mieux le jeune Luther et sa force et sa fougue et tout ce qu'il apportait de neuf au monde en étant lui, obstinément lui. Rien que lui. Tout ce qu'il apportait, une nouvelle façon de penser, de sentir et de pratiquer le christianisme, qui, n'ayant pu être ni écrasé dans l'œuf, ni avalisé tel quel, ni digéré à l'amiable par les chefs de l'Église, devint de ce chef et nous tout naturellement une religion nouvelle, une branche nouvelle du vieux christianisme.
est la génératrice sinon d'une nouvelle race d'hommes, du moins d'une nouvelle variété de l'espèce chrétienne, la variété luthérienne. Moins tranchée sans doute dans son apparence extérieure, moins abrupte, moins faite pour se répandre hors des lieux d'origine que cette autre variété vivace et prolifique qu'à 30 ans de distance devait engendrer le Picard Jean Calvin, certes, tenace pourtant, durable, susceptible de se plier à bien des événements divers, capable d'attraction au point d'adultérer parfois à ce qu'il semble la variété voisine et d'inspirer des craintes aux gardiens jaloux de sa pureté. L'importance historique considérable en tout cas du fait qu'elle peuple notamment une partie de l'Allemagne et que l'esprit luthérien adhère fortement à la mentalité des peuples qui l'adoptèrent. Qu'il y ait lieu d'étudier le Luther d'après 1525 comme le Luther d'avant, point de doute. Qu'entre ces deux Luthers, il n'y ait point d'ailleurs de coupure vraie, mieux, qu'il n'y ait pas deux Luthers mais un seul, que le Luther de 1547 soit toujours en sa foi le Luther de 1520, d'accord. Je n'ai jamais voulu dire, je n'ai jamais dit le contraire. J'ai assez défendu la thèse paradoxale aux yeux de beaucoup que le Luther de la guerre paysanne, le Luther condamnant avec tant de passion, de véhémence et de cruauté les paysans révoltés, n'était pas un autre Luther que le Luther de 1520, celui qui écrivait les grands traités libéraux. J'ai assez cherché à établir, contre tant d'avis contraires et motivés, l'unité profonde et durable des tendances luthériennes à travers les événements les plus déconcertants. Qu'il est inutile sans doute que je m'excuse d'une faute que je n'ai pas commise, ni en fait ni en intention. Repli ne signifie pas coupure. L'être qui, heurtant ses tentacules de toutes parts au monde hostile, rentre le plus qu'il peut dans sa coquille pour s'y donner un sentiment de paix intérieure et de bienfaisante liberté, cet être ne se dédouble pas. Quand il sort à nouveau, c'est lui, toujours lui, qui recommence à tâtonner dans le monde hérissé. Et inversement. Seulement, qui veut comprendre chez un Luther ce jeu alterné de sortie et de rentrée, d'exploration et de retraite, ce n'est pas en 1525, en 1530 qu'il se doit placer pour prendre son départ. C'est bien avant. C'est au point d'origine. Situer ce point avec précision dans la vie de Luther, suivre les premiers développements des germes du luthérisme qu'un examen attentif permet de déceler, dès avant que Luther ne soit devenu Luther, voir naître, grandir et s'affirmer Luther dans Luther, et puis, l'affirmation faite et recueillie s'arrêter. Laisser aux prises l'homme avec les hommes, la doctrine avec les doctrines, l'esprit avec les esprits qu'il lui faut ou combattre ou rallier. Et on ne rallie jamais des esprits, on ne gagne jamais des hommes, on ne substitue jamais une doctrine à une autre, sans laisser fatalement un autre esprit envahir son esprit, un autre homme pénétrer son humanité, d'autres doctrines mordre sur sa doctrine. Voilà ce que j'ai voulu faire. Voilà la préface nécessaire, indispensable à toute étude de Luther d'après 1525. Une telle étude ne peut se suffire à elle-même. Il lui faut en préface la connaissance solide du Luther d'avant 1525. Et elle n'éclaire pas, elle ne permet pas rétrospectivement de comprendre, d'expliquer, de faire comprendre ce Luther. Au contraire, une étude du Luther d'avant 1525, elle rend compte de tout Luther. C'était d'elle que, Français, nous manquions en 1927, c'est d'elle toujours que nous avons besoin en 1944. J'écris cette phrase en sachant parfaitement que, depuis 1927, bien des événements se sont passés dans quoi Luther a joué, dans quoi on a fait jouer Luther, à Luther un rôle. N'exagérons pas, un certain rôle tout de même.
Des pièces d'argent de 5 marks frappées en Allemagne dès 1933 à l'effigie du révolté en ont suffisamment averti le peuple allemand. Des pièces de monnaie, toute une littérature aussi, sur quoi, dès 1934, nous attirions l'attention du public français.